qui a Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous recevons Eric Pouliot-Tisdale, un Innu Mohawk qui est recherchiste au département de démographie et d'histoire de l'Université de Montréal. Il vient nous parler d'appropriation culturelle, une problématique faisant les manchettes ces dernières années dans laquelle il a lui-même démasqué des personnalités s'identifiant comme autochtones, alors qu'ils ne sont pas, en faisant leur arbre généalogique. Le voici. Koué Eric Pouliot-Tisdale, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, bonjour. Vous avez démasqué des personnalités qui se disent autochtones, mais qui ne sont pas. Selon vous, comment s'explique cette problématique d'appropriation culturelle dans les différents milieux? Bien, ça semble avoir été une espèce d'éveil collectif de la population au Québec, en grande partie dans l'Est du Canada, pas mal depuis la crise d'Oka, que les gens ont commencé à se demander s'il y avait des ancêtres autochtones, puis tout ça. C'était peut-être un phénomène, disons, psychosocial pour se sentir, disons, moins, se déculpabiliser, disons, de faire partie des familles, des colons qui ont pris les terres des Autochtones. Donc, de se trouver un ancêtre, peut-être que c'était pour alléger la situation moralement, se sentir mieux, de dire, ah ben, j'ai un ancêtre autochtone aussi ici. Néanmoins, on peut voir qu'à peu près 10 ans plus tard, dès le recensement de 2001, donc après 1990, on voit que là, c'est là vraiment que les masses de gens commencent à s'auto-identifier en tant qu'autochtones, métis et tout ça. Et puis, l'Alliance autochtone, c'est un organisme métis qui, autrefois, s'occupait surtout des femmes, juridiquement, les femmes autochtones qui avaient perdu leur statut en mariant des Blancs. Mais en 85, lorsqu'elles ont regagné leur statut, ils ont commencé à mousser leur publicité pour attirer des gens qui avaient des ancêtres dits métis. Sauf que la culture métisse, c'est une culture qui a développé une langue et des mœurs et coutumes particulières. Et puis, ensemble, ils sont partis dans l'Ouest. Donc, s'il y en a qui ont des ancêtres de ceux-là, mais qui font pas partie de cette secte, ce groupuscule-là, qui sont partis dans l'Ouest, qui ont développé des mœurs et coutumes propres à eux, bien évidemment, ils ne font pas partie des métis. Ils sont métissés, mais ils ne font pas partie de la nation métisse. Donc, environ entre 60 à 90% des Québécois ont 1 à 4 ancêtres autochtones, de 1600 à 1700 approximativement. Donc, génétiquement, à peu près tout le monde a un petit peu de sang indien, soit de 1 à 2% au Québec. Mais côté mœurs et coutumes, il y a absolument zéro. Parce qu'on voit que les enfants, plus tard, ont soit tous regagné de la communauté autochtone, ou ceux qui ont marié des Blancs se sont mariés avec des Blancs et tout ça. Puis, la culture autochtone s'est finalement effacée. Donc, il y a eu environ 200 unions mixtes entre 1600 et 1790 approximativement. Et puis, la majorité de ces enfants-là sont retournés en communauté autochtone. Donc, cette espèce de sentiment soudain là, des gens de devenir autochtones et tout ça, ben c'est vraiment exagéré. Comme moi, par exemple, c'est ma grand-mère qui est autochtone. Quand je marche dans la rue, oui, j'ai mon statut autochtone, mais quand je marche dans la rue, je ne dis pas « Allô, je suis un autochtone ». Je dis « C'est ma grand-mère qui est autochtone ». J'ai grandi à Montréal dans un contexte urbain, tout ça. Oui, j'ai connu beaucoup d'Autochtones aussi dans ma jeunesse et tout ça, mais voilà. Fait que je trouve ça souvent un peu exagéré, des gens qui, sans avoir grandi dans un contexte entièrement autochtone, s'ils se disent autochtones, ça part de là, puis ça va jusqu'aux affaires de métis, un peu historique de crise identitaire. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, pouvez-vous nous expliquer votre méthodologie? Oui, en réalité, tous les registres paroissiaux sont disponibles depuis le début de la colonie, depuis 1640, parce que l'intendant Gilles Hocker avait fait des requêtes pour faire les conservations des archives dans les années vers 1700. Je ne veux pas trop m'avancer exactement, mais au début des années 1700. Et puis le roi trouvait que, bon, c'était pas une nécessité, mais l'intendant Gilles Leclerc avait malgré tout organisé des chambres pour faire la conservation des archives.
Et dès lors, depuis, tout a été conservé. On n'a pas eu de guerre particulière qui ont fait comme en Europe, donc les différentes guerres, différentes églises ont brûlé, ainsi de suite, donc plusieurs registres sont perdus. Mais ici, on n'a pas eu de guerre, tout a été bien conservé, à l'exception de peut-être quelques paroisses par-ci, par-là, mais c'est très, très rare. Et les transcriptions avaient déjà été faites généralement. Donc, on a tout ça, les registres paroissiaux de 1640 à 1920, qui sont tous disponibles. Et on a les recensements aussi depuis 1825 jusqu'à 1921 qui sont également en ligne et disponibles soit dans les archives de BANQ de votre secteur ou alors Ancestry ont fait une entente avec les Archives Canada et ils ont mis tous les microfilms des registres paroissiaux et des recensements en ligne. Puis comment vous êtes venu l'idée de faire des recherches généalogiques sur des personnes? Est-ce que vous aviez un but? On voit avec les 2-3 dernières années, tous les gens qui ont pris des fonds, des bourses qui appartenaient à des Autochtones, que ça devient vraiment sérieux au niveau organisationnel pour diverses institutions gouvernementales, académiques, provinciales, municipales. Toutes sortes de gens se sont auto-identifiés autochtones et puis ont pris des emplois qui normalement auraient été désignés des Autochtones. On parle de uniquement 2 à 3 d'Autochtones au Québec. C'est le plus petit ratio de population au Canada. Puis ce 2 à 3 se font prendre des jobs par des gens qui se auto-identifient autochtones ou qui se disent qu'ils se sentent vraiment autochtones avec un ancêtre en 1600. Ils touchent des cristaux, puis ils font brûler de la sauge, puis ils sont dans c'est comme d'être dans la 5e dimension. Puis, parce que tout le monde a un ancêtre portugais chez les Québécois qui s'appelle Pedro da Silva, mais personne ne sait du portugais. Fait que c'est là on voit le chaos un peu moral aussi. Là. Puis, selon vous, comment les institutions ou les organisations peuvent-elles contrer cette problématique d'appropriation culturelle? Bien, même si c'est un peu controversé, je pense que le statut autochtone au ministère des Affaires autochtones, évidemment, pour s'enregistrer, il faut avoir un lien de famille. Donc, puis tout le monde se connaît. Donc, c'est pas vraiment péjoratif de présenter la carte autochtone, puisque c'est des réels liens généalogiques. Là. À part, évidemment, oui, c'est l'étang fédéral, c'est bien néfaste, mais c'est tout de même l'unique preuve qu'on a. L'unique preuve attestée là, légalement et politiquement. Donc, je ne verrais vraiment pas pourquoi, si on a le registre des affaires autochtones à Ottawa, pourquoi c'est pas valide. C'est très, très, très chaotique. Pourtant, ça serait vraiment simple. Parce que c'est très malheureux. Souvent, on voit, même dans les universités du Québec, pour obtenir des bourses ou pour obtenir des emplois, tout ça, juste à cocher la coche, êtes-vous autochtone? Est-ce que vous faites partie d'une communauté autochtone? Sans aucune preuve, tu fais juste un X, et voilà. Tjänstgömmaden Erik Pouliot-Tisdale. Ben, plaisir, hein? Ja, mais...